Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes Face à l'Afrique. Ici, Face à l'Afrique, c'est l'émission qui aborde les sujets sur l'Afrique. L'Afrique dans son ensemble. L'Afrique, un continent qui gagne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, la liberté de la presse. Est-ce que la liberté de la presse contribue-t-elle au processus démocratique en Afrique? Alors, nous avons sur ces plateaux deux journalistes de qualité. Un grand reporter à ma droite, M. Eric Golf Kouachou, qui est grand reporter, il travaille représentant de la télévision Antenne ici en France, du Cameroun. Et également, vous êtes accrédité à l'Élysée, vous accompagnez le président François Hollande lors de ses déplacements. À ma gauche, nous avons Madame Dounia Ben Mohamed, directrice African News Agency. Alors, l'African News Agency, c'est une agence de presse. Il faut préciser bien, une agence de presse. Vous êtes spécialiste en économie, vous expliquez clairement tout ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, avec le 5% de croissance, 5% de croissance, donc vous avez du pain sur la planche. Exactement. Alors, quand on voit l'intitulé de cette émission aujourd'hui, la liberté de la presse contribue-t-elle au processus démocratique en Afrique? Qu'entendez-vous par ça, quoi? Qu'est-ce que vous avez comme image par rapport à cet intitulé? Je voudrais juste, pour commencer, effectivement, sur cette question-là, bien sûr, donner un préambule qui est un fait qui ne concerne pas que cette question, mais notamment cette question, ce qui est une tendance quand il s'agit de l'Afrique, notre continent, c'est qu'on a tendance à regarder l'Afrique telle qu'elle était il y a 50 ans. Donc, il y a 50 ans, en matière de liberté de la presse, on était dans un règne de parti unique, avec une presse qui était muselée. C'est incontestablement plus le cas. Il y a des évolutions, notamment en matière de législation. Aujourd'hui, les médias sont beaucoup plus nombreux. Cette diversification de la presse, cette arrivée des télévisions privées notamment, l'arrivée du web surtout, avec ses réseaux sociaux, ont fait qu'aujourd'hui, il est plus facile, vraiment entre guillemets, forcément, il y a des cas de figure très différents, il y a parfois des régressions malheureusement, mais il y a aussi des avancées. Mais n'empêche que cette diversification des médias a fait en sorte qu'il est plus facile d'exercer son métier aujourd'hui de journaliste sur le continent. C'est une bonne chose. Alors, au regard de l'article 11 de Déclaration des droits de l'homme de 1789, on peut dire aujourd'hui que la liberté de la presse est bafouée, même en France ici, parce que la France, en 2014, c'était 39e au niveau de rang de pays qui respecte la presse, la liberté de la presse. Évidemment, aujourd'hui, au niveau de la liberté de la presse, tout n'est pas encore fait. Même, vous avez évidemment parlé de la France, qui est ce pays des droits de l'homme, ce pays qui est censé donner, censé tirer le monde dans la liberté de la presse. Évidemment, il y a encore des manquements. Il est certes vrai que dans certains pays européens, les efforts sont faits, contrairement au continent, mais avec le temps, les choses ne vont pas se faire tout de suite. Évidemment, tout n'est pas encore net, mais il y a, avec, comme disait la consoeur, l'avènement du multimédia, du web, des efforts se font un peu, mais ça va se faire, je pense. Ça va se faire. Alors, le processus en cours, le bon élève dans tout cela, c'est les pays scandinaves. Oui. La Finlande, par exemple, c'est toujours, en 3 ans, c'est toujours la Finlande. Alors, comment peut-on faire? Parce que ce sont des références en matière démocratique. Donc forcément, les libertés d'expression font partie des libertés individuelles, des libertés fondamentales. Donc en fait, c'est un contexte. Quand les pays vont mieux en matière de démocratie, donc les journalistes se portent mieux et les médias sont de plus en plus libres. Et là, pour prendre pour exemple le cas du dernier rapport de RSF, Reporters sans frontières, qui effectivement classe les médias à travers le monde, la liberté de la presse à travers le monde, on voit qu'effectivement, les pays scandinaves sont toujours en avant. Et pourquoi? N'empêche que cette année, ils soulignent des régressions dans le monde entier. Pour une raison simple, qui est la multiplication des conflits. Donc forcément, en temps de guerre, il est plus difficile d'être journaliste. Et pourquoi l'Afrique n'est pas exempte de cette régression? C'est parce qu'une partie de ces conflits se passe sur le continent. Très bien, c'est une bonne chose. Il y a 45 à peu près rébellions en Afrique. Alors, parlant de rébellions, on parle aussi de la façon dont la presse est muselée. Il y a des reporters de guerre. Vous êtes un grand reporter, vous voyagez beaucoup en Afrique. Alors, votre regard par rapport à votre travail, est-ce que vous avez du mal aujourd'hui à bien travailler? Je veux d'abord noter ici que je suis d'abord reporter des guerres de formation. Il est évident que sur le continent africain aujourd'hui, contrairement aux années précédentes, il est plus facile aujourd'hui d'exercer. Il y a de moins en moins de privations dues au fait qu'avec l'avènement de web médias, avec les réseaux sociaux, avec un appareil photo, avec un téléphone d'aujourd'hui, une photo peut facilement en quelques secondes faire le tour du monde, ce qui fait
que les dirigeants ces dirigeants-là, ces prédateurs de la presse, craignent de plus en plus, parce qu'on ne sait jamais, hein, pendant qu'on est en train de museler un journaliste, on peut avoir un militaire ou un policier qui fait une photo, et demain, cette photo peut faire le tour du monde. Grâce aux réseaux sociaux, il faut le noter ici, les journalistes exercent de plus en plus avec certaines libertés. Il est évident qu'en temps de crise, il est évident qu'aujourd'hui en Afrique, avec la crise, les journalistes ne sont... Ce n'est pas les mêmes conditions qu'en Europe, mais je peux le dire qu'il y a 10 ans, il y a eu beaucoup d'évolution aujourd'hui. Beaucoup d'évolution. Alors, on regarde... Si ce point, si je peux compléter, oui, effectivement, mais rapidement, parce qu'il y a une question là aussi par place. Effectivement, on n'est pas encore dans le contexte occidental, parce que ces pays-là ont une histoire de la presse qui est beaucoup plus ancienne, donc forcément des combats beaucoup plus anciens et des acquis très sérieux. C'est beaucoup plus récent sur le continent africain, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement... Mais les avancées sont plus rapides. Alors, d'après le dernier rapport, vous avez parlé tout à l'heure de RSF, après le dernier rapport de RSF, depuis le début de cette année, il y a déjà 38 journalistes qui ont été tués. Alors, je vous donne les pays. Alors, 6 en Afrique, bien sûr, 5 au Sud-Soudan, un journaliste en RDC. Alors, on peut se dire que voilà, c'est un métier difficile aujourd'hui. Quand on regarde aussi les rapports de l'année 2014, en Guinée, il y a un tué, en Libye 4, en Égypte 1, en RCA 2, en RC2, RDC 2, et puis en Somalie 4. Alors on peut dire, vaut mieux de faire autre chose que de risquer d'être journaliste aujourd'hui. Je ne vous dirais pas ça, quand même pas. Ça reste un métier qu'on a choisi et qui reste un très beau métier et qui est essentiel justement au processus de démocratisation. C'est un métier à risque, évidemment. Aujourd'hui, en plus, on le voit avec le développement du terrorisme, des groupes terroristes plus ou moins organisés. Le journaliste est aussi devenu une marchandise. C'est moins le cas des journalistes africains. Visiblement, ils ne coûtent pas assez cher ou ils ne valent pas assez cher. Mais effectivement, aujourd'hui, le journaliste est soumis à un certain nombre de menaces. Je ne sais pas si c'est plus le cas aujourd'hui, mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est peut-être une bonne chose. On en parle beaucoup plus. Effectivement, aussi parce qu'il y a ces réseaux sociaux. Je prends le cas du journaliste qui a mystérieusement disparu en Guinée-Conakry. Très bien, depuis le 23 juillet d'ailleurs, depuis le 23 juillet. L'information a très vite circulé parce que l'entourage l'a fait savoir, ça a été tout de suite balancé sur la toile et du coup il y a médiatisation. Quand il y a médiatisation, ça permet aussi de réagir. Quand un journaliste est arrêté sur le continent, effectivement, l'information est basculée. Même quand les gouvernements essayent de faire taire l'information sort. Elle est véhiculée par les médias, par les réseaux sociaux et du coup médiatisée à l'échelle internationale. Et ça fait avancer les choses. Et ça, c'est fondamental. On a vu le poids des réseaux sociaux pendant les événements en Tunisie, en Égypte, au Sénégal aussi. On a vu exactement, effectivement, à quel point ça pouvait faire avancer les choses. Ça, c'est vraiment, je trouve, une avancée considérable dans notre métier. Considérable. Mais on peut dire, parce qu'on revient sur l'intitulé encore de notre mission d'aujourd'hui, on peut dire, je constatais en Afrique, quand il y a un chef de parti politique, quand il y a un homme politique au pouvoir, il va toujours avoir son organe de presse et aussi sa télévision. Vous pensez qu'à travers ces genres de comportements, on va vraiment vivre la vraie démocratie en Afrique? Et la démocratie, enfin la presse ne sera pas caporalisée par rapport à cela. Liberté de la presse, médias et démocratie vont en pair. Il est évident qu'aujourd'hui, le moyen d'expression essentiel, le média est le moyen d'expression essentiel à la démocratie. Ce n'est pas les faits que vous dénoncez, que vous évoquez, j'allais dire, ne sont pas propres à l'Afrique. Beaucoup de pays occidentaux, ici en Europe, en France notamment, où nous vivons, chaque parti politique a un média. Il y a des médias, de gauche, il y a des médias de droite. Donc, non, moi je parle de son média. Acheter son média, on a sa télévision, et c'est son affaire, lui, pour faire sa promotion et faire aussi la démagogie. C'est ce que je parle. Ce n'est pas juste une question de faire sa promotion, c'est un investissement d'abord. Il faut savoir que l'homme politique, quand un patron de presse est d'abord un investisseur qui investit d'abord sur un projet. Et aujourd'hui, en Afrique, le média se développe de plus en plus. C'est un grand marché. Donc, l'homme politique qui finance ou bien qui investit dans un média, il ne faut pas forcément voir l'aspect politique. Certes, ça existe, parce qu'il faut savoir que depuis l'avènement de la démocratie pluraliste, le média s'est libéralisé. On parle maintenant quand on parle de liberté de presse, bien sûr, on voit les journalistes. Quand on voit les journalistes, on sait qu'aujourd'hui, les journalistes sont marginalisés, ils sont ghettoisés, aussi dans des situations sociales beaucoup plus
difficile. Alors comment voulez-vous marier le deux? C'est un travail d'une déontologie qu'on demande à ceux qui ont une certaine liberté, qu'on fasse bien son travail, et d'avoir le ventre vide. Est-ce que vous pourrez bien travailler en ayant le ventre vide et puis on vous propose un billet de $100 pour dire de mensonges? Est-ce que c'est compatible tout cela? Avant de bondir à cette question, je voulais faire une brèche par rapport à la question précédente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le média, la presse est un moyen de contestation. On a eu le cas d'école au Burundi. Et le coup d'État Burundi a failli réussir grâce aux médias. Et ce même coup d'État a échoué grâce aux médias. Donc c'est important, les médias, pour le développement, pour la démocratie en Afrique. Je crois que, juste en cet exemple, on peut déjà parler justement de ça. Maintenant, revenir sur la précarité des journalistes. Ça, c'est une particularité en Afrique subsaharienne. Je veux dire qu'en Afrique subsaharienne... En Afrique tout court. En Afrique subsaharienne, ce n'est pas forcément le cas, par exemple, au Maroc, par exemple en Algérie. Si je prendrais juste le cas du Cameroun, on a encore des journalistes qui vivent avec moins de 50 € de salaire. Donc, un monsieur c'est évident que ces journalistes soient corrompus. Donc, comment régler ce problème? Ça, c'est à l'État de gérer et il faut savoir... C'est l'État, vous croyez que une corporation devait se mettre en place, un syndicat? C'est l'État qui doit imposer aux patrons de presse pour une certaine... Pour éviter la corruption, il faut... comment dirais-je? Il faut harmoniser le salaire minimum d'un journaliste. Je veux dire qu'un journaliste qui vit avec moins de 50 € est forcément un journaliste à corrompre à tout moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Là encore, je suis en partie d'accord, mais pas tout à fait. Il y a aussi, là encore, j'aime bien montrer les avancées, je pense qu'il faut les souligner. Les avancées, il y en a bien sûr. En termes d'organisation du métier, d'organisation de la presse, il y a des avancées, justement parce que dans certains pays, les journalistes se sont regroupés. Il y a des sortes de fédérations, il y a même des fédérations régionales. C'est qu'il y a une fédération des journalistes d'Afrique de l'Ouest. C'est une très bonne chose. Quand il s'agit de défendre le cas de certains journalistes, ça permet de faire beaucoup plus pression quand on est à l'échelle régionale qu'à l'échelle locale. Mais ensuite, ça permet aussi justement de porter des revendications en termes salariales. Effectivement, aujourd'hui, on est un journaliste. Et là, ce n'est pas forcément mieux en Afrique du Nord. Moi, je parle de cas de la Tunisie. Il est difficile aujourd'hui, en tant que journaliste en Tunisie, de bien vivre, de bien gagner sa vie. Parce que c'est aussi un métier à construire. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, la Tunisie était une dictature et en matière de liberté de la presse, c'était quasi nul. Même le métier de journaliste était en termes de formation, de tout ce qui va avec. Et là, aujourd'hui, c'est à ce niveau-là que moi, je vois des avancées. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, par exemple, de commissions de la carte de presse, dans certains pays d'Afrique de l'Ouest notamment. Ce sont des avancées sérieuses qui vont permettre de porter des revendications. Les journalistes, effectivement, on a des exigences. Nous avons des correspondants locaux dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne notamment. Et effectivement, on a des exigences. On est très, très dur en termes de corruption, effectivement. Ils sont salariés par nous. Ils ne doivent pas être payés par les gens qui vont interviewer, forcément. Et dans ce cas-là, c'est à nous aussi de mieux les rémunérer. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on peut comprendre à travers ce qu'on est en train de dire. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, que beaucoup d'organes de presse soient soutenus, financés par des multinationales. Croyez-vous, quand vous êtes soutenu par une multinationale ou des multinationales, vous avez une certaine liberté de dire tout ce que vous voulez, d'écrire tout ce que vous voulez, comme bien entendu la déclaration, je disais tout à l'heure, dit clairement. Je reviens par rapport à vous, vous répondez rapidement. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Pour le média, c'est le nerf de la guerre. Je me portais un peu en faux à ce que la conseillère disait. Pour le cas du Cameroun, vous avez un pays comme mon pays, le Cameroun, où il n'y a que les médias d'État qui bénéficient de subventions, qui bénéficient de tous les droits que le citoyen paye. En dehors d'eux, tous les médias privés ne vivent que de la publicité. Or, ces patrons des médias, ils ont des salaires, ils ont des charges. En plus, pour avoir la licence, il faut payer 100 millions pour la télévision de francs CFA. Pour la radio, il faut payer 50 millions. Un monsieur qui paye 100 millions de francs CFA de droits de licence pour créer une licence provisoire, pour créer une chaîne de télévision, il faut rentabiliser tout ça. Il y a du matériel à payer, il y a le satellite à payer, il y a tout ça à payer. Donc, mais je comprends, cela ne justifie pas Non, il est obligé pour subvenir aux charges, pour entrer ses frais, d'avoir des partenaires. D'où j'interpelle les États africains à apporter un soutien à la presse privée. Radicalement, vraiment. À apporter un soutien à la presse privée, parce que tant qu'ils ne vont pas soutenir la presse privée va vivre des lobbies, donc des multinationales.
Alors. Non, c'est sortir d'une dépendance financière pour aller vers une autre. C'est comment faire C'est la même chose. Mais là encore, c'est pas propre à l'Afrique. Les médias africains vivent sur le même modèle que les modèles économiques que les médias français notamment. Et on a ce problème-là, c'est que soit on a des subventions qui viennent, mine de rien, des États, donc c'est de toute façon une forme de dépendance, ou on a cette pression qui vient du financement, qui vient des annonceurs, donc de la publicité. Aujourd'hui, le fait est que, par exemple, pour la presse écrite, on ne veut plus des lecteurs. Ce n'est pas la vente en kiosque ou les abonnements qui font vivre les médias. Les médias vivent de la pub. Tout à fait. Effectivement, quand on voit les derniers détails que j'ai su sur la France finance Figaro à hauteur de 11 millions d'euros. Il y a Libération aussi, 9 millions, La preuve etc. que ça ne marche pas puisque ces médias connaissent des difficultés économiques. Donc les subventions, alors, ce n'est pas une solution. Quand on a ces subventions-là, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de critiquer un gouvernement comme en France aujourd'hui? Je donne l'exemple encore, un autre exemple qui explique bien les choses. Je cite très bien le nom de l'histoire des Bolloré avec Canal+, les Guignols. Alors, on veut supprimer les Guignols parce qu'on critique Bolloré, etc. Alors, Bolloré en Afrique, on le voit partout. Il gère maintenant la communication en Afrique, il gère le port en Afrique pour sortir un tout petit peu de ces débats. Alors, est-ce que vous croyez que... Il y a des monopoles. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a une forme d'autocensure, par exemple. Parce qu'effectivement, si, par exemple, pour un média panafricain, l'un de ses annonceurs est Bolloré, un de ces gros annonceurs, forcément, il va être beaucoup plus regardant sur ce qu'il s'agit, dès qu'il s'agit de parler de Bolloré. Ce n'est pas encore propre aux médias panafricains. C'est aussi un problème qui se pose en France. On l'a vu avec l'affaire Dassault. Le Figaro a évoqué l'affaire quand il y a eu un procès sous forme d'une brève, alors que tous les journaux en avaient fait leur une. D'où, encore une fois de plus, pour sortir de ces problèmes, je pense qu'il est important que les États apportent un soutien à la presse. Tant que les États n'apportent pas un soutien à la presse va rester entre les mains des brigands. Parce que vous citez que Bolloré, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est l'exemple. Toutes ces multinationales, quand je prends le cas, encore une fois de plus, de l'Afrique subsaharienne. Vous avez un média qui vit, en gros, qui a 60% de sa pub ce n'est pas de la publicité, Orange. Le jour que la population est fâchée contre Orange, veut décrire une situation, ce média ose écrire, Orange lui suspend la pub. Et qu'est-ce qui se passe? Le média n'existe plus. Et par conséquent, pour que le patron continue à fonctionner, il est obligé de censurer toutes les dérives d'Orange. En gros, c'est l'exemple bête. Alors, c'est qu'on peut comprendre par rapport à cela, donc l'Afrique... En général, les médias ne sont pas dépendants d'un annonceur. Oui, mais ils ont des gros annonceurs. Il faut savoir qu'aussi que les annonceurs aussi sont dépendants des médias. C'est-à-dire que pour faire leur communication aussi, ils ont besoin d'être présents sur un certain nombre de presse. Donc, il faut pas faire pression dans une certaine mesure, mais pas complètement sortir du paysage médiatique. On peut observer une seule chose. Il y a nos confrères qui ont une télévision en Afrique, je ne veux pas citer les noms, ici. Alors, ils subissent aussi des pressions, leurs partenaires, quand je dis partenaires, d'autres présidents de la République qui appellent un autre président où le siège se situe, le siège d'un journal se situe. On ne voit pas du tout de qui vous parlez. On le voit. Écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ce que votre journaliste a pu dire. Le lendemain, le journaliste est sanctionné et viré. Que pensez-vous de tout cela? Donc la liberté, en fait, en réalité, c'est difficile. À partir du moment où un État ou bien un dictateur finance une télévision qu'on connaît en Afrique, une télévision qui marche bien en Afrique aujourd'hui. C'est pour ça que je suis radicalement contre les subventions. Moi, je ne veux pas faire la langue de bois, c'est le but, il faut dénoncer. Pour moi, Africa 24 n'est plus un média. Voilà. C'est une chaîne de publicité, c'est plus un média. Parce que moi, je le dis comme je pense. Je n'ai rien contre le grand frère, le confrère Nemaleu, oui, qui avait un bon projet à la base, sauf que sur le poids du lobbying, sur le poids du financement, il était obligé de sacrifier sa télé. Africa 24 aujourd'hui est devenue la boîte à publicité des chefs d'État qui finance. Point final. Vous croyez qu'on peut maintenant s'attarder à regarder cette télé et à dire que voilà, nous avons une certaine crédibilité par rapport à cette télé? Elle ne peut plus être objective. Je ne travaille pas pour Africa 24, donc ce n'est pas d'intérêt à les défendre ou à les condamner, mais je ferai moins le procès des médias eux-mêmes qui essayent, comme vous le dites, de faire des choses que, par exemple, les États africains. Moi, je suis contre les subventions, mais s'il y a quelque chose de scandaleux, c'est que quand on voit que les médias africains peinent à survivre, on voit que des chefs d'État africains, sans les citer encore une fois, eux vont financer une chaîne de télé européenne qui va s'appeler, qui va avoir la prétention de devenir experte en Afrique. Ça, par contre, c'est scandaleux. Mais encore une fois, et j'insiste là-dessus, pour moi, il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui qui est bon pour les médias. On ne l'a pas trouvé, que ce soit en Europe ou en Afrique ou aux États-Unis. Mais le fait est que qu'on soit dépendant des pouvoirs publics ou du privé, c'est un problème. On peut admettre aujourd'hui qu'une télévision publique
puisse faire la campagne d'un président de la République, caporaliser une terre, comme au Cameroun, où Paul Biya a complètement, votre président a complètement tout confisqué, au bout de 30 ans de pouvoir d'ailleurs. Bon, je ne juge pas... Je le fais exprès, c'est une provocation. Je ne fais pas le procès du président camerounais ici, j'ai dit juste... Le procès d'Africa 24. Voilà, bah oui, parce que là, j'ai fait le procès d'Africa 24 parce qu'ici, on est en train de parler d'un sujet qui est important, un sujet qui me tient à cœur, la liberté de la presse africaine. Vous avez évoqué tout à l'heure un sujet, un des aspects clés. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes scandalisé quand vous entendez que les chefs d'État africains financent les gros médias. Là, on a vu... Européen. Mediapart en a fait un article dernièrement où on a sorti les sommes que Jeune Afrique reçoit des chefs d'État africains. C'est scandaleux. C'est des millions d'euros. 5 millions d'euros, les chefs d'État africains partagent ces millions d'euros entre la presse privée. Je veux dire que si un État finance, prenons un exemple simple, si dans un pays il y a 5 chaînes de télé, il y a en gros 15 médias et que l'État donne 100 millions de francs pour les 15 médias, c'est équilibré, c'est un appui, ce n'est pas un financement, c'est un appui aux médias pour leur permettre au moins d'être un peu indépendants. C'est parce que s'ils financent 5 médias, les 5 médias ne feront pas l'apologie de l'État. Alors, on peut penser aujourd'hui, pour revenir à ces magazines... Il ne faut pas inverser le problème, il ne faut pas faire le procès. Oui, mais attendez, pardonnez-moi, je ne veux pas de ces procès dans l'histoire de Jeune Afrique, c'est assez patent. On peut voir derrière François Soudan, pour ne pas citer les noms, quand il voyage auprès du président, il va auprès du président de la République en Afrique, etc. Il y a une pression derrière, ils font un article pour attirer la présidence, et puis après, le lendemain, on voit 14 pages de publier reportage pour le pays. Donc, c'est du coq à l'âne. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est écrit public reportage, soit. Oui. Quand un chef d'État africain communique sur le Wall Street Journal, personne ne dit rien. Donc effectivement, là c'est flagrant. Oui, mais c'est écrit public reportage. Quand c'est écrit public reportage, soit. Après, effectivement, et c'est là-dessus... Est-ce qu'on peut faire la pression par rapport au président parce qu'on a un journal qui marche très bien, qui est lu, et on fait une pression par rapport à cela? Justement, c'est parce que ces médias marchent moins bien qui sont aussi dépendants des chefs d'État africains. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, si jamais Jeune Afrique avait des financements, et encore une fois, je ne travaille pas pour Jeune Afrique, je ne suis pas là pour faire leur procès ou pour les encenser. C'est des partenaires aussi parce qu'ils récupèrent vos... Non, justement, ce n'est pas un des clients de notre agence, donc on est tout à fait libre par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, moi... Vous ne voulez pas perdre un potentiel client aussi également? Non, pas du tout, pas du tout. Encore une fois, ce que je disais, c'est moi, quand j'ai commencé dans ce métier, pauvre petite journaliste rêvant d'Afrique, j'avais énormément de mal à vendre mes piges parce que je travaillais pour des médias français qui ne s'intéressaient pas à l'Afrique ou pas à l'Afrique que moi, je voulais montrer. S'il y avait un coup d'État au soit, oui. Les médias panafricains, j'ai mis du temps. Et effectivement, ce que je vois aujourd'hui, à l'époque, on avait quoi? On avait Jeune Afrique, on avait New African, on avait 2-3 médias. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de médias soit spécialistes de l'Afrique, soit des médias internationaux qui ont aujourd'hui un regard beaucoup plus pertinent sur l'Afrique et qui sont beaucoup plus intéressants. Il est là notre marché. Vous voyez, nous, nos clients, c'est le monde entier. Allez, le monde entier. Alors, restons sur ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de médias du net. Mais on voit aussi, c'est ce qu'on appelle le média poubelle. Tout le monde est journaliste et tout le monde peut maintenant balancer n'importe quoi et puis faire véhiculer des informations qui sont à peu près inexactes. Comment on peut gérer tout cela? Parce que aussi c'est la liberté de la... Je défendais mon métier avec la dernière des énergies. Tout le monde n'est pas journaliste parce que pour être journaliste, il faut une formation de journaliste, il faut une carte de presse. Ouais, voilà, moi, j'ai payé beaucoup d'argent dans une école journaliste en France. Ouais. J'ai une carte de presse, donc je suis journaliste. Maintenant, il y a des blogueurs. C'est ça la différence. Avec l'avènement des réseaux sociaux, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'information va à vitesse grand V. Avant, il fallait attendre le 20h pour avoir l'information. Aujourd'hui, on a l'instantanéité. C'est tout de suite, il y a tel truc et on balance. Donc, les journalistes doivent s'arrimer aux réseaux sociaux. Un blogueur n'est pas un journaliste, un lanceur d'alerte n'est pas un journaliste, mais il contribue à l'information. Un journaliste, c'est un monsieur qui, avant de donner une information, vérifie, recoupe les informations, enquête, pour être sûr de donner une information claire et nette, sans prise de position. Vous êtes pris de dépourvu par rapport à cette presse qui foisonne. C'est un problème pour nous, effectivement, parce que je suis tout à fait d'accord avec tu. Journaliste, c'est un métier. Oui, donc c'est une formation, c'est beaucoup d'exigences. Et c'est en plus une formation à vie. C'est-à-dire qu'on ne cesse jamais d'apprendre, de vérifier nos sources. Il y a des exigences pour ce métier.
C'est pas juste aujourd'hui, j'ai un smartphone, je prends une photo, j'ai balancé l'info, je suis journaliste. Non. Et même les médias doivent faire attention. Je prends par exemple l'exemple d'une chaîne de télé européenne, encore une fois, qui fait appel, dans une rubrique qui s'appelle Les Observateurs, qui fait appel aux observateurs internationaux pour diffuser des photos et voilà, et un peu participer à... Ils participent à l'information, certes, ça n'empêche que les rédactions derrière doivent faire leur boulot. Oui, le journaliste derrière doit vérifier les informations. On a ce Mais problème souvent, on ne aujourd'hui. vérifie pas, vous le savez bien comment ça se passe. Parce qu'on a une pression aujourd'hui sur le temps, effectivement. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui. Même moi, à l'heure actuelle, je trouve que je subis cette pression-là. On veut l'information tout de suite. Alors quand on parle vraiment... Si on veut bien faire son métier, oui, si on veut vérifier ses preuves... Il nous reste 3 minutes à peu près pour essayer de conclure. Mais quand on regarde la presse occidentale, on voit un journaliste français qui débarque en Afrique. Il est mieux vu, avec le logo RFI, etc. Mais quand on voit un journaliste africain qui a du talent, qui a vraiment l'expertise, il est négligé. Même nos présidents même africains négligent. Comment pouvez-vous en fait interpréter cela? C'est le complexe du blanc. Je suis désolé, en Afrique, on a encore le complexe du blanc. Et depuis longtemps, il n'y avait pas tous ces médias africains aujourd'hui qui sont... Il faut savoir que l'avènement du pluralisme en Afrique a permis le développement des médias privés. Et ces chefs d'État ont encore le sentiment que le meilleur qui donne la bonne information, c'est celui qui vient d'ailleurs. Donc aujourd'hui, d'où le problème des financements de la presse. Parce que pour que les journalistes africains soient formés, soient qualifiés, ils doivent être formés. Et pour être formés, il faut aller à la bonne école. Et pour avoir la bonne école, il faut financer les écoles de journalisme. Voilà. Il faut une fois de plus financer les médias privés pour leur permettre d'être professionnels. Moi, je le dis, ici, les Européens ont compris ça. Moi, je suis surpris. Hein. Je suis surpris depuis que je suis dans ce pays que quand les Européens ont compris que ça, c'est un média africain, un journal africain qui marche, Bongos en est un parfait exemple, c'est pas pour le donner les points, il voyage partout avec des chefs d'État européens, les chefs d'État de beaucoup d'autres pays, parce qu'on connaît qu'il est porteur, parce qu'on connaît qu'il est crédible. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour beaucoup d'autres. Mais en Afrique, une fois de plus, quand vous n'avez pas voyagé avec Hollande, vous n'êtes pas respecté. Alors, vous voyagez avec Hollande, vous allez terminer, conclure. Quand vous voyagez avec Hollande, il y a des choses à dire ou ne pas le dire. Il y a des choses en off, on vous dit, vous le gardez ça en off, mais vous ne nous dites rien, sinon on va vous enlever l'accréditation. Non, moi, j'ai jamais subi cette pression. Je peux le dire comme je pense, j'ai jamais subi ça. J'ai toujours été libre de dire ce que j'ai dit, et j'ai toujours traité l'information avec une certaine rigueur. Alors, votre... J'ai jamais subi de pression ni en Afrique ni en France. Alors, la conclusion, comment on peut régler cette histoire d'un vrai journaliste ou la liberté de la presse doit... L'information, c'est inconditionnel. Voilà. Effectivement, il faut de plus en plus d'écoles de journalisme, de vraies écoles, financées par des privés, pas par des États. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Et ensuite, il faut l'organisation du métier. Donc, c'est aussi l'organisation des journalistes. Il faut qu'ils se fédèrent, il faut qu'il y ait des commissions de la carte, il faut qu'il y ait... Il y a des partenariats avec des écoles françaises, avec certains pays d'Afrique. C'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait de plus en plus de choses dans ce sens-là. On a un rôle aussi, maintenant, nous qui avons un peu pratiqué ce métier, on a aussi un devoir de formation. Est-ce qu'on peut vivre du journalisme? Bien sûr. Et correctement. Mon prof de communication disait, pour gagner bien sa vie, vaut mieux ne pas être journaliste. Que pensez-vous? Non, je ne suis pas d'accord. Après, voilà, tout dépend de se dire gagner sa vie. Est-ce que gagner sa vie, c'est rouler en Porsche et avoir des milliards? Donc là, oui, il ne faut pas être journaliste. Mais si voilà, c'est manger correctement tous les jours et avoir un toit sur sa tête, oui, on peut très bien vivre en étant journaliste. Et en conclusion, pour partir, je pense qu'on est à la fin de notre vision. En conclusion, pour partir... En conclusion, je peux répondre juste à la question. La liberté de la presse contribue-t-elle au processus de démocratie en Afrique? Je dis oui. Oui, parce qu'avec l'avènement, une fois de plus, des réseaux sociaux, du web média, la démocratie en Afrique va à vitesse grand V. Je veux dire que s'il n'y avait pas la liberté de la presse, il n'y avait pas une certaine liberté des médias, on a l'exemple parfait au Burkina Faso. Blaise Compaoré ne serait pas tombé. Il est tombé parce que... Incontestablement. Comme Ben Ali, comme Bourmara, comme Ouad. D'où la liberté de la presse en Afrique. Et pour avoir cette liberté, les États doivent soutenir la presse. Alors, les États doivent soutenir la presse. De la démocratie. Voilà, la démocratie. Alors, la démocratie, oui, c'est un débat de fond, un débat assez important. Ce qui est intéressant pour nous à savoir, dans quelques années, maximum une décennie, nous aurions tous en Afrique l'atterrage, c'est-à-dire la fibre optique qui va nous permettre aujourd'hui d'avoir les informations à une vitesse grand V, et ça va permettre aussi à la presse de se développer. La presse là, la presse du
web, c'est la presse de l'avenir, parce que les gens sont en train de quitter le printing pour aller dans le numérique. Dans le numérique, forcément, donc, il y aura plus d'avenir. Et aussi mettre la formation en place de vrais journalistes. Mais c'est toujours le même problème que vous avez dit tout à l'heure, le problème de l'encadrement de ces journalistes. On voit, il y a quand même des journalistes qui posent énormément de problèmes. C'est que nous demandons aux autorités, aux gens qui aiment la presse, d'accompagner cette corporation afin que les choses se passent dans de bonnes conditions, afin que la démocratie triomphe en Afrique. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.